Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors vous, c'est incroyable. Hein, vous avez publié quoi, une quinzaine de bouquins de poésie. Vous écrivez sur les peintres. Vous faites des livres et des livres et des livres. Vous êtes parfois accusé de faire de la politique, parfois d'être un extrémiste. D'ailleurs, ça vous fait réagir, ça? Ça me fait plutôt rire. C'est-à-dire que les gens ont enfin compris maintenant que quand on se faisait traiter de nazis, de fascistes, de je sais pas quoi, de pédophiles refoulés, d'homophobes, enfin j'ai eu droit à tout ça, moi. C'est tellement excessif que... Oui, mais d'où ça vient? Parce que c'est incroyable ce que vous ils ont dégagez. peur. Parce que là, on va parler de votre nouveau livre, Michel Onfray, La résistance au nihilisme. Bon, on va dire que c'est un niveau philosophique, une réflexion assez profonde. C'est accroché, hein. C'est le lecteur va essayer de comprendre. Vous rappelez Foucault, Bourdieu, des grands philosophes. Mais pourquoi derrière il y a cette accusation très forte contre vous? Parce que je pense que je leur fais peur en créant une revue qui est souverainiste, puisque depuis 30 ans, tous ces gens-là nous expliquent que l'Europe c'est formidable, alors que depuis 30 ans, les gens voient que l'Europe c'est plutôt chômage, misère, pauvreté, racisme, xénophobie, antisémitisme, tout ça est constatable. Et quand quelqu'un comme moi le dit et se retrouve avec des troupes derrière lui, 30 000 abonnés pour la revue Front Populaire qui n'existait pas avant hier, vous comprenez que ces gens-là sortent tous du même terrier. Donc oui, il y en a eu pas mal. Enfin, oui. Alors c'est une revue, vous avez qui dans votre équipe? On va dire le professeur Raoult, Jean-Pierre Chevènement, vous avez des gens qui viennent de plusieurs horizons, Barbara Lefebvre, mais quand même souverainiste, c'est ça? Oui. Un souverainiste, c'est devenu une insulte, c'est quand même assez sidérant. Un souverainiste, c'est quelqu'un qui est souverain, c'est-à-dire qui est autonome, qui est indépendant. On est souverain chez soi quand on décide chez soi de ce qui doit s'y passer. Donc un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit en politique, quand le bateau est en train d'aller vers la berge et qu'il va se prendre la berge, eh bien on reprend les commandes et aux commandes on va faire quelque chose. Alors après vous pouvez choisir une direction, mais le souverainisme c'est d'abord une méthode. On commence par reprendre en main la machinerie et puis après on dit on va faire ceci ou cela dans une France qui redevient la France. Enfin c'est pas possible. Oui. Est-ce qu'on peut vous classer à droite, à gauche? Vous venez d'un milieu très populaire. Vous avez longtemps, alors vous a classé à gauche longtemps, Michel Onfray. Oui. Non mais je le suis toujours simplement. Vous êtes toujours de gauche aujourd'hui? Mais oui, simplement, il y a aujourd'hui des cases de gauche. Et on vous dit, il faudrait être dans la case du Parti Socialiste, dans la case de la France Insoumise, dans la case du nouveau parti anticapitaliste, ou de lutte ouvrière. Et si vous n'êtes pas dans cette case-là, eh bien, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, c'est que vous êtes de droite. Et si vous êtes de droite, c'est donc la preuve que vous êtes d'extrême droite. Voilà comment on pense aujourd'hui. Donc évidemment, je les gêne parce que je suis insaisissable. Des gens de droite disent du bien de moi, donc si les gens de droite disent du bien de moi, c'est que je suis... Oui, des gens souvent très à droite disent du bien de vous. Mais je ne sais pas ce que vous appelez de très à droite, par exemple. Par exemple, Zemmour, vous entendez bien avec Zemmour, par exemple? Je m'entends bien parce qu'il est courtois, parce qu'il est poli, parce qu'il travaille et qu'il ne m'insulte pas, il ne me traite pas de nazi, de fasciste, de pédophile, etc. Mais on n'est pas d'accord sur nombre de choses. Sur le maréchal Pétain, on n'est pas d'accord. Sur le jacobinisme, sur Hugo, sur Pétain, sur le Bugeaud, sur la colonisation d'Algérie. Vous avez l'impression qu'on ne peut plus avoir de débat aujourd'hui. Vous le dites, on va en parler du livre. Vous le dites dans ce livre. Oui. Je veux dire, quand Bernard-Henri Lévy dit que je suis Doriot, alors qu'il n'a pas lu cette revue, moi je me souviens quand même qu'à Apostrophe, chez Bernard Pivot, il avait rencontré Maurice Bardèche, qui était un collaborationniste notoire. Alors là, pour le coup, un fasciste. Là, pour le coup, quelqu'un d'extrême droite. À l'époque, il ne serait venu à l'idée de personne de dire de Bernard-Henri Lévy qu'il était devenu fasciste, parce qu'il avait parlé à Brasillac sur le plateau de Pivot. On pouvait débattre. Oui. Dans cette revue, je ne débat pas avec des gens qui ont été des collaborationnistes. Je ne débat pas avec des gens qui ont été des fascistes. Oui, quelle est votre ligne, en fait, la ligne que vous ne franchissez pas, Michel Onfray? Quelle ligne? C'est-à-dire au-delà de laquelle vous diriez ça n'est plus mes valeurs, ça ne correspond plus à des choses avec lesquelles justement j'ai envie de débattre. Par exemple, je trouve que sur la question juive, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je suis ni les négationnistes ni les révisionnistes. J'ajoute que j'ouvre cette définition-là parce que je pense que quand Emmanuel Macron, entre les deux tours, s'en va à Oradour-sur-Glane ou au mémorial pour la Shoah et qu'il nous dit en gros, si vous avez bien compris, Marine Le Pen c'est Das Reich, alors qu'on a tout fait pour qu'elle soit au second tour, eh bien je suis aussi opposé à cette ligne qui consiste à banaliser la Shoah, à banaliser Oradour-sur-Glane. Si Oradour-sur-Glane c'est Marine Le Pen, c'est pas si grave que ça. Or c'est majeur. Oradour-sur-Glane, c'est la barbarie totale. Donc il y a un moment donné où quand plus rien ne veut plus rien dire, quand tout est utilisé n'importe comment, je peux bien être un type d'extrême droite, ça ne me gêne pas de la part de ces gens-là, ça ne veut plus rien dire du tout. Oui. En parlant de ce livre, Michel Onfray, La résistance au nihilisme, c'est vous. Alors, il y a une très longue introduction dans ce livre, vous racontez finalement notamment la gauche, vous direz le gauchisme culturel, ce que vous appelez le gauchisme culturel, comment vous dites au fond il a abandonné, il est devenu l'idéologie dominante, et vous dites il a abandonné finalement la volonté de changer
changer la société, d'améliorer la situation des classes populaires au profit d'une idéologie tournée vers la lutte contre le racisme ou l'écologie. Et vous dites vraiment, quelque part, c'est un abandon ? Oui, bien sûr. D'abord, rendons hommage à Jean-Pierre Le Goff, qui est l'auteur de ce concept de gauchisme culturel, et il a totalement raison. C'est-à-dire qu'en mai 68, quelque chose d'important s'est joué, c'est la mort de Sartre, la mort intellectuelle de Jean-Paul Sartre. C'était le vieux marxisme, dictature du prolétariat, lutte des classes, éloge des pays de l'Est, de l'Union soviétique, de Cuba, de la Chine, etc. Et là, on est passé à complètement autre chose. C'est d'une certaine manière Cohn-Bendit. Mais intellectuellement, ce sont des gens comme Foucault, des gens comme Deleuze, qui sont des gauchistes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont fait mai 68, mais qui ont été faits par mai 68. Avant, ils étaient avec le costume, la cravate, c'était des professeurs, etc. Et puis, ils ont basculé avec mai 68. Et là, ils ont estimé que le peuple, c'était grossier, que c'était vulgaire, que c'était pas très intéressant, le prolétariat, il n'y avait plus d'intérêt. Ils ont laissé le peuple au Front National, on va dire, par exemple. Absolument. Oui, alors, il y a un moment philosophique qu'on appelle le structuralisme, qui est un peu compliqué à expliquer, mais d'une certaine manière, les structuralistes disaient il y a des structures qui sont des idées pures et qui font la loi. Donc des idées pures, on ne les voit jamais. Et en même temps, on disait par exemple que dans le capitalisme, ce qui est intéressant, c'est la liaison entre le capital et le travail. Oui, si vous faites ce travail en disant que ce qui est important, c'est la liaison, vous vous dites, on va faire un beau travail de philosophe, mais les prolétaires, ils disent, et nous, comment vous allez changer notre vie ? Nous, on crève la faim, on est mal payés, on est au chômage, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Et là, les marxistes officiels, les marxistes structuralistes, notamment Louis Althusser, se viennent nous expliquer que le peuple, on n'en a plus besoin. Et après, on commence à s'occuper des marges. C'est-à-dire que, par exemple, Foucault... Des réformes sociétales, voilà. C'est ce qui va donner... Qui sont en elles-mêmes... Évidemment, il faut s'occuper d'écologie, évidemment. Oui. Il faut s'occuper des homosexuels, des protections des minorités. Mais bien voilà. sûr, sauf que il n'est pas question qu'on oublie les minorités. Ce qu'on a beaucoup fait. Mais il n'est pas question non plus qu'on oublie la majorité. Et c'est l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Qu'effectivement, il faille travailler aux droits des femmes, des homosexuels, des immigrés, etc. J'allais dire nul n'en disconvient. Enfin, je n'en disconviens pas, moi, personnellement. Mais à un moment donné, on se dit, mais ce qui est dans la marge doit être dans la page, mais pas forcément au centre de la feuille. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, on puisse se battre pour que quelques homosexuels puissent acheter des enfants, par exemple, avec la procréation médicalement assistée, pourquoi pas ? Mais en même temps, on se dit, ça concerne combien de gens ? Et les millions de prolétaires, et les millions de gamins, moi, que je vois... Sauf qu'aujourd'hui, on n'achète pas des enfants, hein, Michel Onfray. Si. Oui. Bien sûr que si. Quand vous avez des procréations médicalement assistées, des gestations pour autrui, quand vous avez des gestations pour autrui, vous achetez. Oui. Et l'environnement, c'est vrai qu'il faut protéger la planète. Bien sûr, mais personne ne nie ça. Simplement, il y a un moment donné où on se dit, tiens, c'est quand même étonnant, vous avez le droit de prendre un jet privé pour aller, ou un avion qui embarque 500 personnes, parce que vous êtes chef d'État et que vous avez une équipe de 20 personnes, pour aller faire un sommet contre la pollution de la planète. Vous avez le droit. Mais en revanche, le gilet jaune qui lui dit, mais vous êtes en train d'augmenter le litre de fuel et moi je ne peux plus payer parce que le 15 du mois j'ai plus d'argent et là ce sont des impôts que vous m'imposez, moi j'ai du mal. On dit, l'écologie va être punitive pour les gens les plus modestes, mais pour les gens qui possèdent des jets ou qui utilisent des avions en permanence ou qui sont tout le temps entre deux aéroports, qui ont une maison à New York, une maison à Marrakech, une maison à Paris, etc., il n'y a aucun problème pour ces gens-là. Donc ce sont toujours les mêmes qui paient la facture. Donc oui, pour l'écologie, mais à ce moment-là, empêchons un certain nombre de choses d'exister. Par exemple, les publicités pour les 4x4 qui consomment beaucoup de carburant. Vous dites là, il n'y a aucun problème. Ouais. Il faut faire attention à la planète, mais il n'y a pas une série de publicités dans laquelle vous n'ayez pas 3 ou 4 pubs pour des SUV qui sont dangereux pour la planète. Il faut être cohérent. Oui. Alors, et des personnages dans ce livre, hein, Michel Onfray, des philosophes, parce que c'est absolument incroyable et passionnant, finalement, cette réflexion intellectuelle sur ce qu'ont été les philosophes. On va dire que les philosophes dont vous nous parlez, il y a Robert Misrahi notamment, ce sont plutôt des gens qui prônaient une forme de joie de vivre. Oui, c'est ça. On les sent l'hôte du bonheur, en quelque sorte. Complètement. Et Vladimir Jankélévitch, par exemple, aussi, dont je parle, ce sont des gens qui s'opposent au structuralisme. Le structuralisme, ça a été l'école dominante et ça a été une école qui a disparu en France. Elle est arrivée aux États-Unis avec des traductions. Donc c'était des gens qui écrivaient de manière un peu confuse, un peu obscure déjà en français, et qui ont été traduits par des Anglais comme des Américains, qui ont été commentés sur les campus américains et qui nous reviennent en France
sous l'expression French Theory, Ouais. théorie française. Et ce sont ces philosophes-là qui aujourd'hui font la loi chez les décolonialistes, chez les racialistes, moi je dirais les racistes, chez tous ces gens qui nous disent ce qu'il faut penser, qui estiment aujourd'hui qu'il faut faire tomber la statue de Colbert. Enfin, ce sont tous ces philosophes-là qui ont rendu possible l'état des lieux actuel. Oui. Et ceux dont vous nous parlez aujourd'hui, là, ceux-là, ils avaient fait, parfois ils avaient été dans la résistance. Ils avaient connu finalement les grandes heures du siècle. Ce dont je Oui, parle. oui, Donc, ce dont vous parlez. Parce qu'il était juif. Vous savez, Oui. je veux dire, quand vous faites le compte de la résistance, un des résistants, c'est pas du tout non plus ce qu'on raconte. Alors évidemment, d'abord il y a le pacte germano-soviétique. Pendant 2 ans, les communistes. Vous dites on a réécrit l'histoire. Ça vous le dites très clairement. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Quand on imagine aujourd'hui que les communistes ont été résistants, on oublie que pendant 2 ans, le pacte germano-soviétique fait que, et la CGT ou des communistes de l'époque, dans les usines, sabotent des tanks ou des avions parce qu'il ne faut pas faire la guerre à l'ami nazi. Ça ne se dit pas, ces Oui. choses-là. Ça ne se Et vous dit dites pas. aussi que dans les rangs gaullistes, il y avait aussi des gens dont aujourd'hui on oublie de rappeler ceux qui étaient aux côtés du général. Mais bien sûr, Oui. c'est-à-dire que dès le départ, quand le général fait son appel le 18 juin, il y a évidemment 0 communiste. Les socialistes n'y sont pas. Mais en revanche, vous avez des cagoulards, c'est-à-dire des gens qui voulaient abolir la démocratie. Vous avez des gens de l'Action française, c'est-à-dire des monarchistes. Vous avez des catholiques, vous avez des aristocrates, un nombre incroyable d'aristocrates. Vous avez beaucoup de gens de droite qui arrivent parce qu'ils défendent la France. Oui. Et donc on se dit, moi c'est la vérité qui m'intéresse. C'est pas Mais envie qui d'une a mythologie. volonté de réécrire l'histoire au fond? Et pourquoi? Alors, si vous pensez qu'on réécrit l'histoire, qui? Je prépare, j'ai fini là, un livre qui est un éloge du général de Gaulle, un portrait croisé Mitterrand-de Gaulle. Et donc, cette question que vous posez est importante, elle est majeure, vous avez raison, c'est la clé de tout. Qu'est-ce qui fait que l'histoire a été écrite comme ça? Hélas, c'est une erreur du général de Gaulle. Il faut comprendre, quand vous arrivez dans la France de 45 et qu'il faut diriger un pays qui a été collabo pour la plupart du temps, c'est-à-dire les universitaires, les journalistes, les éditeurs, une petite partie des Français, mais une grande partie de l'intelligentsia, la police, la gendarmerie, les juristes, les avocats, les magistrats, etc. Où vous dites on va commencer à chercher des poux dans la tête des gens qui ont fait des trucs pas bien, et à ce moment-là, ça devient ingouvernable, la France. Ou vous dites réconciliation nationale. Moi, je dirige avec tout le monde, dit le général de Gaulle. Ça veut dire qu'il prend Mitterrand dans son gouvernement. Après, les gens disent c'est une garantie de résistance. Pas du tout. Mitterrand a été pétiniste, il a été vichiste, il a été maréchaliste, il a été girodiste. Simplement, il le prend en disant... Et il a été résistant. Alors, en 43, Oui. effectivement, quand, après Stalingrad, on a compris que finalement la guerre c'était déjà terminé. Il prend Maurice Thorez. Maurice Thorez qui a été considéré comme un traître et comme un déserteur. Il le prend, Maurice Thorez, communiste. Donc le général de Gaulle dit, maintenant on reconstruit la France, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Et d'une certaine manière, à la Libération, il dit l'économie à la droite, parce que le Parti communiste c'était le Comintern et c'était pas possible de leur laisser une économie capitaliste. En revanche, on leur laisse la culture, l'éducation, l'information. Et effectivement, ils se sont fait un fromage. 25% après la guerre, les communistes pèsent 25%. Donc effectivement, pendant des années, ils ont eu la domination intellectuelle et ils l'ont encore. Ils l'ont encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut déboulonner des statuts, on déboulonne un certain nombre de statuts, mais on ne déboulonnera pas les statuts d'Aragon. Enfin, les statuts au sens métaphorique. C'est-à-dire ça peut être les plaques sur les rues, ça peut être les noms des lycées ou des collèges. Est-ce que quelqu'un a proposé de débaptiser un collège Louis Aragon, par exemple? Aragon a quand même fait l'éloge du GPU, c'est-à-dire de la police politique. Vous pensez qu'il faudrait déboulonner Aragon? Non, aucun. Oui. C'est-à-dire où on rentre dans cette logique et à ce moment-là, on va trouver des poux dans la tête de tout le monde. Et effectivement, Colbert, c'est pas bien, mais Aragon, c'est pas bien, Éluard, c'est pas bien, Lénine non plus, et puis Danton, etc., etc. Il y a un moment donné où on se dit, si on commence avec ça, alors là, ça va être une surenchère et on va tout déboulonner. On habitera le quartier B avec la rue Mais A. est-ce qu'il ne faut pas justement réécrire l'histoire d'une certaine façon pour retrouver la vérité dans l'histoire? Si cette histoire elle n'a pas été écrite comme elle aurait dû. Bien sûr, vous avez raison, il faudrait écrire cette histoire. Et je vais vous donner un scoop, on va l'écrire, cette histoire de France, avec les amis de Front Populaire. On va expliquer ce qu'est l'histoire de France. Parce qu'effectivement, on raconte tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. La Révolution française, on ne parle jamais de la Vendée ou du massacre des Vendéens. Il y a quand même eu 200 000 Vendéens qui ont été détruits par la volonté de Robespierre, qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui un génocide. Donc la Révolution française, il faut arrêter cette espèce de mythologie les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme, bien sûr. Mais on a besoin de mythologie, non, Michel pas du Onfray. tout, pas du tout. Un pays a besoin de se construire sur se rassembler, j'allais dire. Pas des mythologies, un récit national. C'est pas la même chose. On n'a pas besoin de mentir. On a juste besoin de dire, mais
convenaient, les Oui. communistes, que ce que vous avez fait pendant la guerre, c'était pas bien. Puis après, on continue. On va pas passer sa vie à dire que c'était pas bien. Simplement, ils disent non, c'est pas vrai, on n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous expliquent que tout ça est totalement faux. Mais non, reconnaissez des erreurs et puis on passe à autre chose. On va pas passer sa vie à dire vous n'avez pas été des gens bien quand, je sais pas, par exemple, Jeannette van der Merch, dans les années 50, estimait que la femme de Maurice Thorez, Parti communiste, il fallait pas de contraception, il fallait pas d'avortement, parce que sinon les femmes allaient s'envoyer en l'air et qu'elles auraient les vices des bourgeoises. Donc les homosexuels, ça n'existait pas, ou c'était des tarés ou des pervers, il n'y en avait pas en Union soviétique, etc. Donc ils ont quand même défendu ces positions-là. Je vous rappelle que Georges Marchais, à une époque, estimait que l'immigration était problématique pour les ouvriers, etc. Qu'ils ont été contre la guerre d'Algérie pendant très longtemps. Quant à Sétif et Guelma, par exemple, les Algériens manifestent leur joie de voir la France libérée, ils faisaient partie de la France à cette époque-là, qu'il y a des you-you, qu'il y a quelques drapeaux algériens, ce qui est quand même tout à fait défendable. Il y a un massacre à Sétif et Guelma. Un massacre, on laisse des centaines de gens par terre dans leur sang, ils sont morts. À l'époque, l'humanité titre que les hitléro-trotskistes, etc., etc. Donc je pense que nous ne faisons plus d'histoire et ça laisse la place aux mythologies et aux légendes. C'est ça le problème. Ouais. Et moi je dis non, refaisons de l'histoire. Enfin faisons de l'histoire pour qu'on puisse effectivement penser de manière juste et correcte. Et faire l'histoire carrément, parce que certains disent que vous pourriez avoir des ambitions présidentielles, Michel Onfray, avec votre revue qui pourrait devenir une plateforme de programme gouvernemental, c'est vrai? Alors, moitié vrai, moitié faux. C'est-à-dire Oui. que Vous pourriez vous présenter à l'élection présidentielle? Non, Oui. ça, j'ai déjà dit 50 fois que je Oui. ne serais pas candidat. Ça fera 51 fois. Oui, je ne serai pas candidat aux élections présidentielles. En revanche, moi j'aime la France, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est le judéo-christianisme, c'est formidable. Je suis athée, mais je défends le judéo-christianisme, notre civilisation. Ça a rendu possible des bâtiments, des symphonies, Oui. des opéras. Oui, mais ça fait pas un programme de gouvernement, ça. Non, Oui. non, ça fait juste un programme de gouvernement que de dire sauvons cette France pour rendre possible les Mozart de demain, les Marcel Proust de demain ou les ingénieurs de demain. Donc votre revue aspire bien à devenir un programme de gouvernement. Oui, nous avons envie de proposer des idées concrètes, parce que, vous savez, les Jacobins pensent qu'il y a le sommet de la pyramide qu'on décide et puis que le peuple va obéir. Nous, on pense l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a, à la base, un génie du peuple. Quand je dis un génie du peuple, c'est vous, par exemple, journaliste, parce que vous pourriez très bien dire... Oui. Mais, non, mais vous savez, les journalistes à qui on dit on a regardé vos chiffres, ils sont pas bons. On vous dit pas votre émission n'était pas bonne. On vous dit les chiffres ne sont pas bons. On dit mais peu importe que vous ayez fait des chiffres mauvais avec une excellente émission. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de faire des chiffres. Les journalistes peuvent très bien dire mais nous on a envie de faire une autre télé, de faire une autre presse et de pas s'occuper de l'audimat ou de la quantité, mais on voudrait faire de la qualité. Voilà comment nous pourrions nous y prendre, etc. Donc on veut que les idées remontent et que par exemple secteur par secteur, mais que je sais pas quoi, les enseignants, les infirmières, les journalistes, mais les paysans, les marins-pêcheurs, les jeunes, les étudiants, les immigrés, puissent nous dire sur ce site qu'ils ont des propositions à nous faire. Pas on va abolir le chômage, tout ça c'est fort sympathique, mais si on veut abolir le chômage, comment est-ce qu'on s'y prend? Si on veut réaliser le plein emploi, comment est-ce qu'on s'y prend? Si on veut que toutes les communautés puissent vivre ensemble, ce à quoi j'aspire. Moi, j'ai jamais eu le souci de la sexualité des gens, de la couleur des gens ou de la religion des gens. Moi, j'ai envie que les gens disent la France, on l'aime, on a envie de la fabriquer. Et puis, accessoirement, on a des grands-parents maliens ou on a des l'impression J'ai l'impression de vous entendre dans une campagne électorale, là, déjà. Mais non, mais on vous imagine, là, avec l'écran et... Non, et le prompteur qui me oui, dit le ce que je prompteur, dois penser. oui, avec... Ouais. Moi, j'aime les Français. Ouais. Je vous assure qu'ils le méritent à chaque fois. J'ai fait pendant 15 ans cette université, 16 ans, 17 ans cette université populaire. Il y avait plus de 1000 personnes qui venaient à mes cours. J'avais un bonheur à transmettre. De la même manière qu'aujourd'hui, j'ai un bonheur à dire des choses de bon sens. Moi, je ne dis que des choses de bon sens à des gens qui me disent heureusement que vous êtes là pour dire ceci, pour dire ça. Donc, je ne suis pas en campagne politique. Je suis en campagne pour l'intelligence. Vous savez, les gens me disent, avec vous, on a l'impression d'être intelligent quand on vous écoute. Je dis, mais vous n'avez pas l'impression, c'est que vous l'êtes. Si on s'adresse à votre bêtise, vous serez bête. Il y a des professionnels de la bêtise à la télévision. Si on s'intéresse à votre intelligence et qu'on s'adresse à elle, vous serez intelligent. Donc je pense que si on s'adresse aux gens en leur disant, on va faire de l'histoire ensemble, tout le monde a un avis sur Colbert, personne ne sait qui est Colbert. Si vous demandez aux gens de quel siècle, de ministre de qui était-il, par quoi s'est-il illustré, quelle était la théorie dont on dit aujourd'hui que c'est le colbertisme, les gens ils savent pas, mais ils sont contre ou ils sont pour. Donc je pense qu'on a le droit d'être pour ou contre, pourvu qu'on sache ce qu'il en était véritablement. Ce fameux code noir, qu'est-ce que c'était que ce code, qu'est-ce qu'on y trouvait, etc. Ça s'appelle faire de l'histoire. Merci beaucoup, Michel Onfray. La résistance au nihilisme, là, est donc publiée chez Grasset. Et puis votre parole, ici, libre, comme tous nos invités sur TV5 Monde. Merci, Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.